Et tout à l'heure, on parlait de conscience et d'inconscience. J'ai parlé de phénomène de précognition, mais il y a une autre étude qui marche tout aussi bien, qui est le pressentiment. Le pressentiment, vous me donnez une tâche tout à fait basique à quelqu'un qui est juste éventuellement de rester devant un écran, puis de choisir des images ou des choses comme ça, ou de juste visualiser les images qui vont apparaître, et vous mesurez ce qui se passe dans son corps. Donc ça peut être dans la dilatation de ses pupilles, la sueur sur sa peau, son rythme cardiaque, sa respiration. Tous ces indices physiologiques, on les mesure et on se rend compte qu'ils vont avoir des réactions plus fortes émotionnellement juste avant d'être mis face à des stimuli affectifs. Alors ça peut être des choses un peu chocs ou un peu sexualisées. En tout cas, quand on le compare à un stimuli neutre, ils n'ont pas cette réaction. Et ça va être quelques centaines de millisecondes avant que le stimulus soit présenté, mais c'est tout à fait suffisant quand on fait suffisamment d'essais et qu'on fait la moyenne pour dire là, il y a un pressentiment, une bosse dans les données, c'est une anomalie. C'est une anomalie qui ne nécessite pas la conscience. Les gens scannent, ont une sorte d'antenne qui les rend toujours sensibles finalement à ce futur, au lointain, à des informations même qui ne sont pas directement accessibles. Et donc ça amène à des modèles de l'esprit qu'il faut créer. C'est là où est l'autre difficulté, c'est que le monde matérialiste, on a toujours baigné dedans dans notre culture, on est très habitué à ça et on se dit mais waouh, si la télépathie existe, c'est quoi la limite? Les gens vont rentrer dans ma tête, on pourra plus mentir. Si la psychocinèse existe, en fait, n'importe qui peut faire n'importe quoi, n'importe où. Et comme on ne voit pas les limites, on a très peur de ce monde-là. Et c'est vrai que la SF joue à nous horrifier autour des fantômes et toutes les capacités psychiques avec les mutants et leurs grandes guéguerres. Les parapsychologues essaient d'élaborer des modèles qui proposent aussi des limites à ces phénomènes. Pour l'instant, ces modèles, il y en a une trentaine qui sont, on dirait, en compétition, en élaboration. Et quand on aura un modèle suffisamment intelligible, je pense qu'on pourra dire « Ok, je suis prêt à accepter un autre monde dans lequel il y a à la fois ces phénomènes et une vie possible tout à fait moralement saine. » Ça fait 2 fois que vous mentionnez justement cette question de la prémonition ou du rêve prémonitoire, mais cette question de une personne a une information un petit peu comme si elle s'était connectée dans le futur avec un futur état et du coup on avait tiré les conclusions dans le présent pour pouvoir après avoir agir ou peu importe le but. Dans On sait qu'en physique, la question du temps, là, en ce moment, est vraiment remise en question. Il y a différentes théories du temps, etc. À quel point est-ce que, justement, il y aurait des physiciens qui auraient réfléchi à ces questions ou avec lesquels, justement, les parapsychologues auraient collaboré pour essayer, justement, d'en tirer un modèle ou d'essayer de voir comment est-ce que peut-être que ça peut s'intégrer dans une réalité, enfin, sans venir contredire forcément toutes les notions qu'on a actuellement en physique à propos du temps, etc. Et comment est-ce qu'on pourrait peut-être l'intégrer dans... Est-ce que ça pourrait indiquer, oui, du coup, sur parce que le but, c'est pas de venir contredire ou d'avoir un monde, je suppose, de la parapsychologie et un monde du réel comme on l'entend en physique. Le but, ce serait d'essayer d'avoir un pont et de qu'est-ce que nous dit ce phénomène-là sur la réalité globale et comment est-ce qu'on va l'intégrer au modèle. Donc, quel est l'avis justement des physiciens dessus sur cette question du temps et comment est-ce que ça pourrait être intégré dans vos modèles? Il y a plusieurs choses, c'est déjà que les physiciens, dans leurs équations, leurs équations sont absolument symétriques. Donc elles accepteraient des solutions passé-futur comme des solutions futur-passé. Alors par convention, ils acceptent pas les ondes retardées, ondes avancées, etc. Mais en fait, les calculs ne l'excluent pas. Beaucoup de physiciens théoriciens, du coup, ont réfléchi à tout ça avant même que des parapsychologues s'en mêlent. Et certains physiciens contribuent au champ de la parapsychologie, même des prix Nobel. Vous avez Brian Josephson, Roger Penrose, et auparavant, ils sont assez nombreux aussi à penser tout ça. Par exemple, aux États-Unis, depuis 2006, vous avez Daniel Sheehan, qui réunit dans des congrès parapsychologues et physiciens de très haut niveau, des congrès de l'American Association of Advancements of Science, avec des comptes rendus qui sont publiés, mais c'est très technique, hein, c'est en anglais et c'est très technique, sur la rétrocausalité. En fait, explorer toutes ces pistes-là pour repenser le temps avec ces solutions. Alors, rétrocausalité, moi je n'aime pas trop ce terme, mais on voit bien un peu l'idée, c'est que en réalité, nous avons une sorte de préjugé qui est le principe de causalité s'appliquerait partout, tout le temps. Il y a rien qui se passerait sans avoir une cause, tout est effet d'une cause, et on a un cheminement très mécanisme comme ça. En réalité, avec la physique quantique, on sait que ça c'est complètement faux, et qu'il y a plein de phénomènes qui ne répondent pas du tout à ce déterminisme
causales et qui sont fondamentaux. Donc déjà, la causalité, dans un sens passé-futur, passé-présent, c'est une petite partie du monde. Bon, voilà. Et puis après, comment on peut imaginer peut-être un principe de finalité avec des fins ultérieures qui vont rétro-déterminer des moyens antérieurs. Et donc ça, il y a quelques physiciens qui se sont attelés à ça, mais qui peut-être ont manqué encore de compétences. En tout cas, il n'y a pas un modèle qui se sera imposé. Il y a des autres types de chercheurs. Moi, récemment, j'ai édité le livre de François Favre, qui est un médecin et parapsychologue français qui est décédé, mais qui pendant toute sa vie a travaillé et a essayé de colliger toute la littérature sur ces sujets. Et il a écrit un livre qui s'appelle La finalité, le psy et la science, et dans lequel il décrit ce principe de finalité et comment l'énoncé est très simple, mais quand on va l'appliquer non seulement en parapsychologie, mais dans tous les domaines scientifiques, ça ouvre des portes exceptionnelles, parce qu'il y a plein de phénomènes qui en réalité répondent très mal au principe de causalité. Et le principe de finalité nous amène en fait à décrire des choses. Et par exemple, en psychologie, en réalité, qu'est-ce qu'il y a de vraiment causal ? On a souvent une sorte de pseudo-déterminisme où les choses sont arrivées et donc on va faire des rétro-explications en disant ben voilà, ça s'est passé comme ça à cause de ça. Et on invente des causes pour expliquer les effets ultérieurs. Mais toute cette rétrodiction qu'on utilise dans toutes les sciences humaines, c'est pas de la vraie causalité, c'est pas, ça aurait pu être autrement. En fait, il y a jamais un déterminisme strict avec les êtres vivants qui répondent en fait à d'autres principes. Et ce que dit François Favre, mais avec d'autres chercheurs, c'est qu'il y a une sorte peut-être d'équilibre à trouver entre ce principe de finalité et de causalité. Les deux sont absolument nécessaires pour décrire le tout de la réalité. Vous avez un chercheur parapsychologue, mais qui est également professeur de psychologie et formé en physique, qui s'appelle Dick Bierman, aux Pays-Bas. Et lui, il a un modèle qu'il a développé depuis 2008 sur le fait que l'asymétrie qu'on va trouver dans le monde physique, avec la thermodynamique et choses comme ça, finalement, elle trouve une sorte d'équilibrage grâce à la conscience. Sans trop expliquer ce qu'est la conscience, il va donner quelques précisions, mais en gros, il dit il y a une restauration de la symétrie grâce à l'apport de la conscience. Les phénomènes physiques contribuent sur une partie, et la conscience leur donne l'autre partie qui leur fait finalement, qui fait que ce monde existe tel qu'on le perçoit. Voilà, donc il y a des pistes, et lui va proposer non pas juste des théories des équilibrations, mais des tests très concrets en laboratoire de ces expériences. J'ai parlé du pressentiment, par exemple. Enfin, lui, c'est un des spécialistes du pressentiment, et il propose, par exemple, qu'on teste différents stimulus ou stimuli, du coup, dans l'après-coup, pour voir si on a différentes bosses en amont. En fait, il veut essayer de montrer la symétrie entre le physiologique qui serait du corporel et le psychologique qui serait la réaction d'angoisse qu'on aurait après la présentation des stimulus. Et ça lui permettrait de tester son hypothèse d'une sorte de miroir entre la conscience et le monde physique. Mais il y en a d'autres comme ça, mais c'est un peu technique. Je me demande, pour les expériences sur le pressentiment, vu que on a quelques centaines de millisecondes, il me semble que vous avez dit on peut voir la réponse avant que la personne voit le stimuli, enfin avant que le stimuli soit affiché sur l'écran en question. Est-ce que si justement on chope la réponse au moment où on chope la réponse, l'ordinateur change les stimuli et du coup il n'y a plus de stimuli qui va apparaître? Est-ce qu'à ce moment-là, du coup, est-ce que ça a été essayé? Est-ce que du coup on voit juste rien tout du long et donc en fait on suppose que du coup je sais pas, que la présupposition ferait que du coup il sait qu'on va changer donc il n'y a pas, ou est-ce que justement on observe la bosse, ensuite elle s'enlève et ensuite on peut la faire apparaître, ou comment ça se passe? Bah là, vous avez commencé à raisonner comme les parapsychologues contemporains. C'est-à-dire, on a un protocole qui marche bien, et à partir de là, quelles questions on peut poser pour avoir des réponses pour nous permettre de mieux saisir, de trier les hypothèses et construire un modèle qui soit pas juste un super discours et une super rhétorique, mais un truc fondé scientifiquement sur tous les aspects. Et là, je peux pas vous répondre parce que je pense que cette expérience, tout simplement, n'a pas été faite de cette façon-là. Ce que Bierman a pu montrer, c'est qu'il a demandé, par exemple, à des chercheurs en neurosciences qui avaient des données physiologiques tout à fait bateaux sur d'autres protocoles, s'ils pouvaient lui renvoyer les données. Certains ont accepté de le faire, et avec ces données, il a fait les mêmes analyses que chez lui, et il s'est rendu compte qu'il y avait des effets de pressentiment dans des trucs qui n'avaient rien à voir, qui n'étaient pas des expériences de parapsychologie. Donc en fait, ce phénomène, il est tout le temps là, et quand on le regarde, on peut le trouver. Simplement, il faut jeter un œil.
Je me demande par rapport à un fonctionnement normal, par exemple, parce que là, pour être clair, on est bien d'accord que c'est pas les quelques millisecondes, ça va être avant même que ce soit affiché sur l'écran. C'est-à-dire que c'est pas avant que ça apparaisse à la conscience, et on Non, pourrait c'est ça. expliquer ça par un décalage entre Non, l'affichage. non, pas On du est bien tout. d'accord là-dessus. Oui, oui. Et vu qu'on sait que la conscience, c'est un peu la dernière à savoir. Enfin, ce que j'appelle la conscience quand ça arrive dans notre expérience subjective. C'est-à-dire que par exemple, on sait que si on monte quelque chose, il y a quelques millisecondes que ça arrive. Par exemple, si je me touche le nez et que je me touche le pied, je vais avoir l'impression de me les toucher en même temps, alors qu'on sait qu'il y a un décalage entre les deux dans la vitesse. Donc il y a forcément un temps d'attente, de délai, ou alors en tout cas une supposition qu'on va toucher les deux. Donc dans ce cas, je sais pas si c'est un truc prédicteur qui viendrait en avance avant la sensation, les synchroniser. Je sais pas comment ça pourrait se passer. Mais justement, vu que c'est la dernière à savoir, est-ce qu'on n'est pas toujours... Enfin, en fait, ma question c'est, on pourrait retirer la conscience totalement de ces expériences et juste se baser sur un corporel base sans vécu subjectif, du coup, pour l'expliquer. Exactement ça. C'est la conclusion à laquelle sont arrivés les chercheurs dans les années 60-70, et c'est ce qu'ils ont appelé en gros le psy implicite. Vous n'avez pas besoin de savoir que vous avez de l'intuition et que vous avez des trucs comme ça, et la plupart des gens, ils vont avoir des micro-gestes qui sont hyper adaptés, mais ils peuvent pas du tout expliquer pourquoi ils ont fait ça, pourquoi ils ont changé de chemin, quelles sensations ils ont suivies qui les a guidés pour prendre des décisions normalement complexes, sans qu'ils y arrivent à conscientiser. Donc nous, on a cette image que la télépathie ou la psychocinèse, c'est des gens qui se concentrent, ils sont en train de suer, ils ont des images mentales incroyables. En fait, bah pas du tout. Les tests sont plutôt hyper monotones, hyper banaux, et en fait les gens, euh, il y a même parfois on leur demande même pas de faire des tâches parapsychologiques et ça fonctionne tout aussi bien. Donc vraiment ça élargit aussi cette vision de l'esprit, puis ça décomplexifie un petit peu ça démythifie cette vision d'un super pouvoir, alors qu'en réalité, si ça fonctionne, si c'est présent tout le temps et dans le fonctionnement de l'esprit en permanence.